Bonjour à toutes et à tous. Nous allons recommencer nos présentations de thèse en 10 minutes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous installer pour écouter Lou Hegelin, qui est doctorante à l'Université de Paris-Nanterre au laboratoire Histoire des arts et des représentations. Elle fait une thèse sur la collection du docteur Paillasse au Bon Sauveur d'Albi, pour la période 1887-1934. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de thèse qui s'intitule « La collection du docteur Benjamin Paillasse au Bon Sauveur d'Albi entre 1887 et 1934 ». Au regard des études précédemment publiées à propos de l'archéologie de l'art brut, la particularité de ma recherche sera de mettre en avant le rôle du médecin collectionneur dans la valorisation d'un ensemble d'art des aliénés au début du XXe siècle. Au moment où l'on tente à reconsidérer la thérapeutique appliquée à la maladie mentale, quelques pionniers entrevoient l'esthétique au-delà des symptômes. C'est ainsi que nous nous interrogeons. Par-delà l'intérêt diagnostique, dans quel but ces aliénistes se sont intéressés aux productions de leurs patients ? Mais avant d'aller plus loin, il va sembler nécessaire de définir le terme d'art asilaire. En effet, que faut-il entendre par l'appellation art asilaire ? Ce terme, souvent apparenté à l'art brut, regroupe en réalité des créations de patients, donc dessins, peintures, sculptures, broderies, collectées par des médecins et conservées au sein des asiles. Par asile, il faut comprendre le lieu où, au début du XIXe siècle, on soignait les personnes atteintes de troubles de la psyché. D'abord sauvegardées dans le but de participer à un classement nosologique, ces productions éveillent chez certains aliénistes un intérêt esthétique qui permettra à ces productions d'accéder au rang de création artistique. C'est donc avec ces collections que naît véritablement le terme d'art asilaire au début du XIXe siècle. L'art brut n'est inventé par Jean Dubuffet qu'après la Seconde Guerre mondiale en 1949. Le vocable art asilaire implique de prendre en considération un contexte aussi bien médical qu'esthétique et social. En effet, il voit le jour uniquement au sein des asiles, contrairement aux créations d'art brut qui peuvent se donner à voir dans d'autres lieux. Pensés par Jean-Étienne Esquirol, les asiles sont mis en place sur le territoire français au début du XIXe siècle. C'est un nouveau moyen de traiter les malades mentaux, jusqu'alors pris en charge au sein d'hospices, de maisons de force ou de dépôts de mendicité. Au-delà de cette condition de situation, l'art asilaire ne peut être compris sans une étude approfondie du contexte médical au XIXe siècle. Ce sont toutes les avancées ayant participé à la naissance de la psychiatrie, telles que la création des asiles prévoyant un meilleur traitement des insensés, qui ouvriront la voie à une plus grande compréhension des maladies psychiques. Nous aurons donc compris que l'occurrence des dispositions créatrices chez le patient n'est rendue possible que grâce à l'évolution de l'étude des maladies mentales, allant de pair avec une reconsidération plus humaine du sujet. Il semblerait que l'artiste anglais William Hogarth nous offre le premier témoignage d'un fou dessinant, preuve d'une activité plastique au sein des maisons de santé. La scène, qui se déroule probablement à l'hôpital de Bedlam à Londres, présente un malade en train de graver un dessin sur un des murs de l'institution. C'est donc dès la fin du XVIIIe siècle que l'intérêt pour ces productions de malades semble se constituer. Benjamin Paillasse, dont vous pouvez voir ici une photographie, est donc un aliéniste qui collectionne les créations de ses patients. Doué d'une certaine sensibilité, il fait partie d'une génération de médecins qui a su dépasser la nosologie et porter un regard différent sur les créations d'aliénés. Benjamin Paillasse est originaire du Tarn, où il est né le 15 octobre 1862. Sa vocation pour la médecine apparaît assez tôt,
Après un passage à la faculté de Toulouse, il est reçu au concours de médecine des hôpitaux publics de Paris en 1883. Très attaché à sa région, il rejoint l'établissement du Bon Sauveur dès 1887. C'est probablement dès son arrivée qu'il commence à rassembler les productions de ses patients. Cet intérêt pour les arts ne se limite pas à sa profession, puisqu'il pratique lui aussi le dessin et la peinture. L'asile du Bon Sauveur tient une place de choix au sein de la carrière du docteur Paillasse. Donc voici une photographie ancienne de l'institution du Bon Sauveur. Cet asile est créé en 1762 sous l'impulsion de l'archevêque d'Albi, qui prit la décision de fonder un quartier de force à destination des aliénés. Cette institution abrite aujourd'hui encore la collection Paillasse. Un musée lui a été consacré depuis 2008. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, c'est sans doute dès 1887 que Paillasse collectionne les créations de ses patients à l'asile du Bon Sauveur. L'inventaire qui a été établi dernièrement a permis d'identifier 28 auteurs, dont seulement 2 femmes. La majorité des productions ont été réalisées entre 1887 et 1916. La collection compte 864 pièces, dont une majorité d'objets sculptés et de dessins. Les sculptures dépassent rarement les 10 cm et sont taillées dans la pierre calcaire, la brique, le plâtre, l'os et même la cire. On y trouve également des lettres, des broderies, ainsi que des albums et des cahiers d'écoliers. Fait assez rare, l'aliéniste a photographié quelques créations de ses patients, qui posent parfois également devant son objectif. Les malades fabriquent des outils avec des fragments de bois et de fer ramassés dans les cours de l'institution. Notons qu'une partie des œuvres de la collection Paillasse a intégré la collection de l'art brut de Lausanne entre 1963 et 1966. Si la religion et le sacré touchent une large part des productions de la collection, ce n'est pas l'unique thème représenté au sein des productions d'aliénés. En parcourant la collection, on remarque d'emblée des similitudes de certaines œuvres avec l'art des primitifs. À titre d'exemple, vous pouvez voir ici un assemblage réalisé par Jean L, qui pourrait évoquer une amulette réalisée par une tribu africaine. En 2017, l'exposition Inextricabilia ou les enchevêtrements magiques invitait les visiteurs de la Maison Rouge de Paris à s'interroger sur les divers liens stylistiques, formels et symboliques à l'origine d'une union entre l'art brut, l'art rituel africain, l'art sacré et l'art contemporain. En effet, difficile de ne pas penser à l'art primitif en voyant la création de Jean faite d'un entrelacement de raffia, bois, fil de fer, autour d'un petit personnage en pierre. Conscient du potentiel créatif de son malade, le docteur Paillasse lui consacre un article dans la revue médicale L'Encéphale en août 1908. Il y fait le constat suivant. Dès 1903, on remarquait avec quelle aptitude naturelle ce malade dessinait sur les dalles des préaux. C'est plus tardivement qu'il s'est intéressé à la sculpture. Une pierre, un fragment de brique ramassé dans la cour ont fourni la matière. L'outil a été le premier débris tombé sous sa main. Alors, autre assemblage assez curieux, il s'agit ici de l'arbre symbolique de Paul R. Donc, je m'excuse pour la qualité de la photo, parce que c'est une photo d'une photo. Et cet assemblage est assez curieux puisqu'il est réalisé en mie de pain, en bois, avec également des petites lanières de cuir pour les personnages qui sont représentés dans l'arbre. Et c'est lors de son second séjour à l'asile du Bon Sauveur, à l'automne 1897, que Paul se met à créer. Donc, il réalise des dessins, sculpte et réalise aussi des diverses inventions. L'arbre symbolique est une œuvre curieuse où il se met en scène avec son épouse. La portée symbolique évidente de la création est expliquée par le docteur Paillasse lui-même dans un article dans la nouvelle iconographie de la Salpêtrière en avril 1908. Parlant de Paul, il explique. Il s'inspire surtout de ses démêlés conjugaux, confectionnant à l'aide de rameaux ingénieusement agencés une sorte d'arbre symbolique. Après y avoir disposé aux pieds et dans les branches toutes sortes d'animaux, de fruits et de victuailles hétéroclites, et modelés avec de la mie de pain, lui-même se met en scène au bout de l'arbre, jouant narquoisement du fifre devant sa femme, qui, tout en lui offrant de la main une pomme, lui réserve le serpent que son autre main dissimule derrière le dos.
Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, le voici ici. Et en face, vous avez sa femme. Voilà. Cet assemblage est un moyen pour lui d'exorciser donc un mal-être. Et le patient créateur n'est pas un artiste à proprement parler, mais un autodidacte qui crée de façon spontanée. Soucieux de valoriser sa collection, Paillasse participe à 2 reprises à des expositions parisiennes, en 1927 et 1929. Malheureusement, seules 2 œuvres présentées à la galerie Max Bean en 1929 ont pu être retrouvées. L'une d'entre elles est un dessin de Fernand, que vous pouvez voir ici, qui est intitulé « Danseuse », réalisé en juin 1908. L'esquisse montre une femme dans une pose lascive, dont on remarque à peine le visage. Comme la plupart des œuvres de la collection, le dessin est collé sur une planche et identifié grâce à l'encart de la collection du docteur Paillasse, que vous pouvez voir ici dans un des coins, juste ici. Arrivé au Bon Sauveur en février 1900, Fernand y développe des aptitudes pour la création artistique. Au cours de ses passages dans l'institution tarnaise entre 1900 et 1915, l'auteur dessine, écrit et réalise même des costumes. Selon Paillasse, lorsque cette frénésie s'empare de Fernand, ce dernier réclame avec la plus vive insistance des pastels et du papier. Sa créativité ne se limite pas au simple support qu'est la feuille, si bien qu'il commence à recouvrir les murailles de ses croquis. L'œuvre de Fernand fait écho à la pulsion créatrice qui l'anime. Auteur d'un grand nombre de portraits, réminiscence de son histoire personnelle, il aime se travestir et se mettre en scène. Ces quelques exemples permettent d'appréhender toute la richesse de cet ensemble d'art asilaire qui n'aurait pu être sauvegardé sans l'action des Sœurs du Bon Sauveur. Bien que s'inscrivant dans un continuum, la collection Paillasse est remarquable du fait du lien ténu qu'elle entretient avec la création. Constitué par un médecin, cet ensemble possède un caractère inédit et singulier, lié à son origine indiscutablement médicale, tout en appartenant de fait à la sphère artistique. L'art asilaire remet en cause les schèmes esthétiques traditionnels et amène à repenser notre vision de l'art. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Lou Egelin, de cette présentation de thèse en 10 minutes, un exercice de synthèse pas évident. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions à propos de ce travail, de ces recherches? N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de cette collection jusqu'à l'ouverture du musée en 2008 que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que cette collection a pu être conservée, préservée? Alors, cette collection, donc à l'origine, elle n'était pas présentée tout le temps comme ça a pu se faire pour d'autres collections d'art asilaire dans l'institution, mais elle était finalement dans les caves, dans les placards de l'institution, et c'est les sœurs en fait, de la congrégation qui, dans les années 1950, ont décidé de ressortir ces objets, ces dessins, pour pouvoir les valoriser et pas qu'ils soient jetés, en fait, tout simplement. Et jusque-là, c'était préservé ensuite dans les greniers. Et puis finalement, il y a eu une association qui s'est créée en 2008, en même temps que la fondation du musée. Et aujourd'hui, il est possible de voir ce petit musée qui est ouvert de temps à autre, notamment pour les journées du patrimoine. Donc, et alors, ce musée est dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui? C'est dans un hôpital psychiatrique qui est situé à Albi. Et le petit musée est dans justement cette ancienne résidence épiscopale de l'archevêque d'Albi. C'est très beau, c'est dans un petit caveau, et donc c'est là que sont exposées les productions pour le moment. Merci. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, je viendrai vers vous pour la recueillir. Je me demande aussi dans quel état les sœurs ont trouvé la collection en 1950, puisque vous disiez qu'il y avait des œuvres en mie peint. Alors, est-ce que ces œuvres ont bien survécu au passage des années? Alors, particulièrement pour l'arbre symbolique, aujourd'hui, à la base, Paillasse avait prévu une petite boîte en bois pour recueillir déjà les débris, déjà à son époque, de cet arbre symbolique. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas mis de photos parce que je trouvais que c'était plus intéressant de le voir en entier. Aujourd'hui, on conserve encore quelques débris, mais forcément, comme c'est en mie de pain, ça n'a pas survécu.
Merci. Est-ce que par hasard, le docteur Paillasse a eu l'idée de commercialiser ses œuvres? Est-ce qu'il a pensé, ou alors les exposer en dehors des murs de l'hôpital, de l'asile? Oui, alors pour les exposer, oui. Pour les vendre, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de preuves. Et ça a bien été exposé grâce sous l'invitation du docteur Marie de l'hôpital de Villejuif, qui lui aussi avait une collection, qui avait créé un petit musée en 1905. Donc il y avait on va dire, tout un groupe de médecins collectionneurs comme ça. Donc c'est sûr que Paillasse a participé en 1927 à une première exposition, puis ensuite en 1929. Voilà. Après, s'il y a eu d'autres choses, j'ai pas trouvé de preuves, ni dans la presse, ni dans les archives que j'ai pu débouiller. Très bien, merci. Alors, est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont une dernière question? Oui, je m'approche de vous. Je vais vous tendre le micro. Merci pour la présentation. Juste une petite question sur le bénéfice thérapeutique pour une personne qui est dans un asile comme ça. Est-ce qu'on peut mesurer un peu le bien-être que ça peut lui apporter de faire des dessins, de s'exprimer de cette manière? Merci pour la question. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est art-thérapie est très en vogue, si on peut dire. À cette époque-là, ça n'existait pas. Donc je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais le docteur Paillasse donnait des feuilles et des pastels, je pense aux patients qui demandaient. Mais sinon, pour mesurer vraiment oui, je pense que dans ses notes, il le dit, il se rend compte que ça leur fait du bien. Voilà. Mais ensuite, il n'y avait pas d'atelier comme on peut voir aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, en tout cas, pas au Bon Sauveur d'Albi, pas à cette époque. Je ne sais pas si... Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question par hasard? N'hésitez pas à lever la main. Non. Et alors peut-être une dernière question pour finir. Vous avez évoqué le docteur Marie à Villejuif. Est-ce que cette pratique du docteur Paillasse se distingue des pratiques de ses contemporains par l'attention qu'il porte aux œuvres de ses patients? Ou est-ce que finalement il y a plusieurs médecins qui prêtent attention à ses créations? Non, alors Paillasse, il fait partie de ces pionniers, comme j'ai pu le dire dans ma présentation, mais il s'inspire très largement de ce qu'a fait le docteur Marie, par exemple, ou d'autres médecins, comme le docteur Dubuisson. Voilà, ils étaient en contact. Donc non, c'est pas le seul à avoir fait ça. Voilà, c'est dans une continuité. Et alors, qu'est-ce qui le rend peut-être différent, particulier? Peut-être ce qui change un peu, c'est déjà on a la chance d'avoir retrouvé une grande partie de la collection, donc ça c'est plutôt rare parce que pour la collection Marie, elle a été disséminée un petit peu partout. Donc ça c'est une chance. Et puis cette collection est encore présentée aujourd'hui dans le lieu même où elle est née, donc je trouve que c'est assez remarquable. Voilà. Oui, absolument. C'est vrai que c'est quelque chose de très rare. Merci beaucoup à vous, Lou et Gelin. Et je pense qu'on peut vous applaudir et vous remercier. Merci.